chers étudiants. Alors, mon intervention s'inscrit dans le cadre de la filière études françaises avec un module qui est programmé pour les étudiants de S4, Histoire des idées du XXe siècle, Histoire des idées et de l'art du XXe siècle. Alors, maintenant, pour avancer un peu dans cette notion, cette sécularisation, il va plus ou moins prendre quelque ampleur majeure dans certains pays. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de laïcité. Pour faire simple, on va dire que la laïcité, c'est une institutionnalisation. Du religieux. Institutionnalisation de la laïcité. Ça veut dire qu'elle va avoir, quand je parle d'institutionnalisation, ça veut dire qu'elle va avoir une force de loi. Dans certains pays, et là je pense automatiquement à la France et à la loi de 1905 qui va décréter la séparation de l'Église et de l'État. Maintenant, cette laïcisation, elle peut être, on va dire, très poussée, jusqu'à toucher des aspects majeurs de la vie sociale, comme elle peut avoir des aspects relativement timides. Et quand on va parler, par exemple, de ce qu'on va voir toujours par rapport à cette sacralisation de l'individu, quand on va voir ce qui se passe en Europe aujourd'hui avec le mariage pour tous, on comprend à quel point cette laïcité est en train, comme je le disais tout à l'heure, de consacrer non plus le divin, mais plutôt l'individuel. Donc il faut juste le comprendre dans cet esprit. Et pour revenir à ce deuxième point majeur qui nous permet d'avancer un peu, c'est que ce sont des idées, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui sont portées par des esprits éclairés, on va dire, parce que pendant tout le Moyen-Âge, on avait vécu dans une espèce d'obscurité intellectuelle, et à partir de tous les moments de l'histoire que j'avais développés tout à l'heure, on va avoir une élite de plus en plus présente, de plus en plus visible dans l'espace public, qui va permettre d'introduire ces idées, de les populariser. Mais pour que tout ça soit popularisé, on a besoin d'un élément majeur. Cet élément majeur, c'est l'instruction, naturellement. Et là, je reviens, et vous allez voir tout ce que je suis en train de développer, comment il est directement lié à la naissance de cette notion d'intellectuel. Le premier élément qui est on va dire, qui accompagne cette révolution copernicienne, c'est l'invention de l'imprimerie. Naturellement, quand je parle de l'imprimerie, ça veut dire, encore une fois, la souveraineté du savoir. La souveraineté du savoir, de la connaissance, de la raison, de la place de l'instruction dans la vie publique. L'imprimerie va permettre la diffusion et la démocratisation du savoir. Et l'imprimerie va être relayée plus tard par la presse. Et quand je vais parler de la notion d'intellectuel, je suis obligé de la relier naturellement au triomphe de la presse. Pendant la fin on va dire à la fin du XIXe siècle, il y a eu une affaire qui va faire un grand bruit et qui a été largement accompagnée par la presse, à savoir la naissance de la notion d'intellectuel. Et vous me voyez venir sans aucun doute, je parle de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, elle est reliée à un personnage clé qui est Émile Zola. Vous connaissez, parce que vous l'avez étudié dans un autre module, Alfred Dreyfus a été accusé de complicité avec l'ennemi, donc d'espionnage. C'était un capitaine dans l'armée française et on l'accuse d'être un espion à la solde des Allemands. C'était une belle victime, d'autant plus parce que c'est un juif. Nous savons très bien
quelle est la place de l'antisémitisme dans la culture chrétienne depuis toujours. Donc une belle victime, sauf que on va découvrir qu'il a été injustement incriminé et Zola va porter cette affaire. Et naturellement, quand je pense à l'affaire Dreyfus, vous devriez tous avec moi penser à une affaire que vous avez déjà étudiée dans un module précédent, qui est l'affaire Calas, dont j'avais dit un mot tout à l'heure, qui relève aussi de l'injustice qui est faite à une personne à travers des choses qui relèvent plus du préjugé que de la réalité des faits. Bref, à l'occasion de cette affaire, et en 1898, un certain Clémenceau, qui est un journaliste à l'époque, va utiliser pour la première fois ce terme de intellectuel. Naturellement, ce qu'il entend par intellectuel, c'est ce qu'on avait appelé par la même occasion les pétitionnaires. Parce que dans les journaux, parce que l'affaire avait fait grand bruit grâce aux journaux, encore une fois, il a été diffusé largement, on avait organisé des pétitions. Les pétitions, c'est pour qui? Pour les personnes qui étaient justement des supports de Zola dans cette affaire, ce qu'on appelait les Dreyfusards. Et de l'autre bord, de l'autre côté, vous avez les anti-Dreyfusards. Et par la même occasion, quelqu'un d'autre qui est un anti-Dreyfusard, cette fois-ci, va utiliser cette notion d'intellectuel. Je pense à quelqu'un que vous devriez connaître, auquel vous devriez vous intéresser un peu, c'est Barrès, qui est un nationaliste. Je vais revenir à cette notion de nationalisme plus tard. Donc, Zola, qu'on qualifiait déjà en raison de ses écrits, parce que tous ses écrits portent sur la classe ouvrière, le qualifiait déjà de républicain des lettres. Il va défendre Dreyfus pour aller vite. Naturellement, Dreyfus va être reconnu innocent, il va être réhabilité. Sauf que l'intérêt majeur, c'est que la presse va jouer un rôle majeur dans le cadre de la diffusion, non pas uniquement de l'information, mais dans le cadre de la constitution de ce qu'on appelle aujourd'hui de façon assez banale naturellement, ce qu'on appelle l'opinion publique. L'opinion publique, c'est un corps qui est constitué de personnes qui partagent une opinion qui est diffusée naturellement, sauf que ici, elle est portée par une autorité. Et cette autorité, ce n'est pas n'importe qui, c'est un écrivain qui est célèbre. Et il va entraîner avec lui d'autres noms qui sont moins célèbres à l'époque. Je pense là tout de suite à André Gide, je pense à un grand écrivain qui va faire une grande fortune littéraire plus tard, c'est Marcel Proust. Et cette affaire va permettre l'émergence de cette notion d'intellectuel. Je parlais tout à l'heure de la notion d'intelligentsia, qui est un terme russe naturellement, parce qu'il a été développé à la fin du XIXe siècle par les révolutionnaires russes. Donc cette notion d'intellectuel va connaître une bien meilleure fortune plus tard. Et là, je vais essayer d'avancer dans mon propos. Je reviendrai à ce que j'avais dit à propos du nationalisme à travers la fameuse personne de Barrès. Pendant tout le XXe siècle, on va voir l'émergence de grandes figures intellectuelles. Je vais mentionner quelques noms pour lesquels je vais essayer de développer l'opinion qu'ont les uns et les autres relativement à certaines affaires et comment ils vont, cette communauté de savants, ces professionnels de la pensée, comme je les appelle, vont constituer finalement cette locomotive qui va porter des projets de société qui sont différents de ce qu'on avait vécu jusque-là. Alors, dans le désordre, je vais mettre Sartre, je vais mettre Camus, je vais mettre quelqu'un qui va nous donner un autre éclairage
par rapport à ce qu'on est en train de voir naturellement avec son livre « L'opium des intellectuels », c'est Raymond Aron. Je vais évoquer Julien Benda dans cette série. Je vais me contenter de ces 4 pour l'instant pour évoquer avec vous quelque chose qui va être institutionnalisé par Jean-Paul Sartre, c'est tout simplement la place de l'écrivain dans la cité. Maintenant, je ne vais plus dire intellectuel, on va dire qu'avec un consensus, on va dire assez général, on va remplacer écrivain tout simplement par intellectuel. Quelle est la place qui devrait être celle d'un écrivain, d'un penseur, d'un leader d'opinion, comme on dit? Aujourd'hui, les leaders d'opinion, je vais revenir peut-être sur ce point, sont remplacés par des leaders, ce qu'on appelle les leaders d'émotion, parce que l'image a remplacé l'écrit. Et on va voir comment chacun voit un peu quelle serait cette place dans la cité, quoi. Je prends Benda parce qu'en 1927, il a écrit un livre intitulé « La trahison des clercs ». Je parlais tout à l'heure de clercs, justement, qui est cette communauté de savants et de scientifiques, d'hommes de savoir. Et Julien Benda avait parlé de trahison, parce que vous savez que pendant le XXe siècle, il y a eu des bouleversements politiques et les écrivains, quelque part, on va dire, se sont un peu embrigadés dans l'ère du temps. L'ère du temps, c'était le communisme. Et beaucoup d'entre eux avaient épousé la cause communiste parce qu'on s'inscrit dans ce que j'aime bien appeler la géographisation de la pensée. Ça veut dire, quand je dis la géographisation de la pensée, on a la gauche et puis on a la droite. Et si je veux aller très vite en référence à ce que je disais tout à l'heure à propos de Barès, quand je parlais de nation, ça veut dire que la nation devrait être au cœur de toutes les affaires. Sauf que la nation, elle est vécue différemment. Quand je parlais d'antisémitisme dans le cadre de cette nation, la nation, ça devient la race. Et je suis en train de vous préparer à un autre point qui va intervenir après, parce que quand on parle de ces intellectuels, chacun devrait choisir son camp. Et quand Barès va privilégier la nation, c'est parce qu'il privilégie la race. Et quand je parle de la race, je suis obligé d'introduire une autre notion, celle de la pureté. Ça veut dire quoi? Une nation, c'est un peuple tel, une race telle, une descendance telle, un héritage commun. Et donc, je suis, parce que le diable se cache dans les détails naturellement, je suis en train d'introduire quelque chose qui, en principe, n'a rien à voir avec la constitution d'un État ou d'un pays. Ça veut dire la pureté. C'est pourquoi je disais d'Alfred Dreyfus qu'il était justement, dans le cadre de cette conception de la nation, une victime idéale. Et puis, il y a tous ces intellectuels de gauche, les progressistes, comme on les appelle. Et quand on parle de progressisme, on parle, à l'époque, en tout cas, d'une pensée de gauche. Et on sait très bien que la pensée de gauche ne pourrait s'inscrire dans le cadre d'un schéma particulier de la conception du pays, de la nation et de l'humain. Parce que ce qui importe, ce n'est pas un citoyen tel, c'est d'abord l'humain. Et là, comme ça, je pense à la phrase de Montesquieu qui disait qu'enfin, il était français par hasard, mais qu'il était d'abord un humain.
c'est ce qu'on appellera plus tard le citoyen du monde dans le cadre de cette schématisation, de cette représentation même de l'humain et de sa place dans le monde. Et pour revenir à ce que je disais, donc, on a cette schématisation par rapport à la notion du communisme, par rapport au développement d'un sentiment, allez, pour aller vite encore une fois, on va dire anti-bourgeois. Et les écrivains sont obligés de s'inscrire quelque part dans le cadre de ce débat. Et Jean-Paul Sartre a écrit à l'époque un livre intitulé « Qu'est-ce que la littérature ?», dans lequel il avait développé l'idée comme quoi un écrivain, comme il dit, hein, il est embarqué, ça veut dire qu'il est obligé, il est dans le devoir de s'impliquer pour épouser les causes du moment. Quand je dis les causes du moment, ça veut dire que lui-même, il n'hésitait pas à descendre dans la rue pour soutenir les ouvriers. Et ça signifie tout simplement qu'il va descendre de ce qu'on avait l'habitude d'appeler la tour d'ivoire. Et quand on avait justement critiqué le livre de Julien Benda, il y avait un peu cette pensée sous-entendue, comme quoi Julien Benda, quand il parlait de la trahison des clercs, parce qu'ils avaient épousé précipitamment les causes de leur temps, on avait dit, tiens, Julien Benda soutient cette idée comme quoi l'écrivain, l'intellectuel, le penseur devrait rester dans sa tour d'ivoire et jouer le rôle du spectateur. Lui, ce n'était pas réellement ce qu'il disait. Il disait que l'écrivain devrait épouser des causes qui sont permanentes, éternelles, qui sont celles de la justice et de la vérité universelle, naturellement. Donc, Jean-Paul Sartre dit que ce retrait, on ne saurait en tout cas s'accommoder de ce genre de retrait, sauf que le risque majeur qui se pose, et là ça va me permettre de passer à la pensée de Raymond Aron, c'est qu'on risque justement, à force de se mêler de ce qui se passe, d'abord d'être prisonnier de la circonstance, donc de ne plus s'inscrire dans un cadre, on va dire, universel, mais pire que ça, c'est ce que dit Raymond Aron dans L'opium des intellectuels, dans son livre fameux, c'est que Sartre et ses amis étaient tellement dans la précipitation d'épouser les causes du moment qu'ils sont tombés dans ce qu'il appelle l'aveuglement. Ça veut dire qu'ils sont aveuglés par un idéal qui a été véhiculé naturellement par la pensée marxiste depuis bien avant la pensée marxiste, par d'autres écrivains, d'autres penseurs qui étaient dans cette fibre sociale, et que, à force donc de l'épouser, ils avaient oublié que ces régimes qui faisaient la promotion de ce genre d'approche sociale qui est communiste et socialiste, communiste surtout, hein, on oublie que sous Staline, alors je parle du stalinisme, des exactions majeures étaient commises, et là je fais un petit retour en arrière pour parler d'un intellectuel qui avait tiré la sonnette d'alarme par rapport à cet engagement qui peut provoquer justement quelques aveuglements. Je pense particulièrement à André Gide, qui a écrit son Retour de Russie, dans lequel il évoquait ces problèmes qui se posaient en Russie sous Staline et qui montraient que l'embrigadement va causer des horreurs, avait commencé à causer des horreurs qu'on va découvrir naturellement plus tard, avec Khrouchtchev, quand il va y avoir une explication on va dire une explication entre, ils vont s'expliquer les membres de l'appareil communiste entre eux, et qu'on va découvrir que finalement les camps de travail étaient une horreur absolue. Et la même chose va se passer naturellement en Chine. Et à l'occasion, j'en profite pour citer Solzhenitsyn, l'intellectuel et l'écrivain russe qui avait écrit son fameux livre « L'archipel du Goulag », parce que lui-même, il était une victime de ce système. Bref,
ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il y avait ce qu'on appelait, et ce qu'on continue à appeler dans d'autres circonstances, la querelle des intellectuels, même si on a cette idée comme quoi il n'y a pas de, peut pas avoir d'omelette sans casser d'œufs, sauf qu'il y avait tellement d'œufs qui se sont cassés à l'époque qu'on est entré dans une autre dimension qui va plus tard nous donner, et là j'en profite de le dire tout de suite, quitte à anticiper, ce qu'on appellera le totalitarisme. Cette notion sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, pour l'expliquer de façon plus détaillée, les systèmes totalitaires, comme le stalinisme, étaient dans le cadre justement d'un idéal de société, d'une nouvelle utopie comme il y en avait avant, qui proposait un meilleur destin à l'humain, plus d'équité, plus de justice sociale. Enfin bref, donc Raymond Aron, après naturellement, il va connaître, après la mort de Sartre, naturellement, il va connaître toute la reconnaissance qui lui est due, alors qu'il a été particulièrement méprisé. Sartre n'a pas écrit un seul mot à propos de ce livre, justement, de Raymond Aron. Et dans ce même cadre, pour voir un peu les différentes sensibilités intellectuelles, je vais dire un mot de Camus. Camus et Sartre étaient très amis, naturellement, à une certaine époque, mais après, il y a une fâcherie qui va se développer, surtout après la publication du livre de Camus, L'homme révolté. Donc, vous avez ici la notion de révolte et vous avez la notion de l'humain, sauf que pour Sartre et ses amis, naturellement, Camus, quand bien même il avait une sensibilité sociale particulière, etc., ce n'était pas un révolutionnaire. On s'amusait d'ailleurs à l'appeler un révolutionnaire de dimanche, parce que l'approche de Camus, on va dire, ce n'est pas qu'elle est radicalement opposée à celle de Sartre, mais elle est quand même différente. Si Sartre prône un changement de monde, parce que le communisme devrait apporter ce bouleversement, cette métamorphose, ce changement qui va, comme je le disais, apporter plus de justice sociale. Camus, surtout quand il avait prononcé son discours à l'occasion de la réception de son prix Nobel en 1957, il avait dit « Moi, je n'ai pas pour ambition de présenter un projet à travers lequel on va changer le monde », ce qui est le cas de Sartre et ses amis. Tous les révolutionnaires, tous ces intellectuels de gauche, ces progressistes, proposaient un nouveau projet de société qui, naturellement, dans la conception marxienne, qui était anticapitaliste, est fondée au départ, au moins au départ, ça allait être ça, c'est débarrasser le système économique de la notion de propriété. Et quand je parlais du projet de Sartre, c'est dans le cadre justement d'une humanité où régnerait plus de justice. Sauf que cet aveuglement, c'est le deuxième aveuglement, justement. Le deuxième aveuglement, c'est celui de penser qu'on va être en mesure d'offrir à l'humanité un système parfait dans lequel tout le monde aurait parfaitement les mêmes droits et en tout cas, il serait pratiquement impossible d'arriver à un plan où la justice sociale serait un gage majeur de notre humanité. C'est une nouvelle illusion, sachant que tout ça va en contradiction avec la nature de l'homme. Et là, je pense à une phrase de Ramuse. La nature est de droite, l'homme est de gauche. Et réfléchissez bien, méditez bien à comment est-ce que la nature finalement va finir par l'emporter sur les ambitions. Mais ça, c'est le propre de l'homme. Et quand je vais revenir à cette idée de Camus qui n'épousait pas l'approche révolutionnaire et qu'il parlait plutôt de révolte, c'est dans le cadre de la philosophie de l'absurde.
sur laquelle je vais revenir dans le dernier volet qui est purement culturel. Camus dit tout simplement qu'on ne peut, comme je commençais à l'expliquer, qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas en mesure de changer le monde, mais que tout simplement ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est d'essayer de faire que le monde ne se défasse un peu plus. Ça veut dire tout simplement, pour grossièrement, l'ambition de Camus, c'est de limiter la casse, donc de limiter les dégâts. Et comment on va limiter les dégâts? C'est de s'impliquer en moraliste. C'est là où la notion de moralisme est très importante. Je vous rappelle que pendant que vous aviez étudié le XVIIe siècle, vous avez entendu parler de certains moralistes. Donc on s'inscrit dans une espèce de morale païenne qui est basée sur des ambitions humaines, mais qui n'ont aucun référentiel religieux. Et l'idée de Camus, finalement, c'était ça. C'était d'apporter quelques aides, mais non pas pour changer le monde, comme les amis de Sartre essayaient de le faire. Et ça me donne une très belle transition pour en arriver à cette philosophie de l'absurde. D'où vient tout ça? Finalement, à côté de l'homme révolté, Camus avait écrit un autre livre qui s'intitule « Le mythe de Sisyphe ». Donc, je reviens vers cette notion de mythe de Sisyphe qui est en rapport avec l'absurde. Naturellement, ça me permet de revenir vers une phrase qui a été prononcée, qui va connaître aussi une très grande fortune. Cette phrase de Sartre, bien sûr, il part de l'existence qui précède l'essence et qui disait que l'homme est condamné à être libre. Par cette occasion, je vais faire encore une fois un saut dans le passé par rapport à ce que je disais tout à l'heure du monde clos. Quand on dit que l'homme est condamné à être libre, vous avez naturellement la notion de liberté, la notion de condamnation, sachant que l'homme n'a pas choisi d'être là. Et puisqu'il n'a pas choisi d'être là, donc il est inéluctable pour lui d'aller épouser cette notion de liberté, sauf que cette notion de liberté ici, il faut la comprendre dans un cadre beaucoup plus général, et moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de la relier à ce que je disais tout à l'heure du monde clos et du monde ouvert. L'homme est libre par rapport à son destin. Ça veut dire, quand je dis le destin, je vais le relier à la notion de salut, qui était fondamentale dans la conception chrétienne, qui est toujours fondamentale dans la conception chrétienne. Le salut, elle est céleste. Maintenant, à travers cette dimension de la conception même de l'homme, intervient une notion qui est majeure, qui est celle de la responsabilité. Ça veut dire tout simplement que l'humain est responsable de ce qu'il advient de sa personne, de son être. Et cette notion de responsabilité nous permet de comprendre mieux également toute la conception qu'avait Sartre de la place de l'écrivain dans la cité, cette conception qui est en rapport, encore une fois, avec l'engagement. Et je vais revenir, je vous donne comme ça en vrac ces éléments sur lesquels je vais revenir. Je vais revenir à cette notion de l'engagement quand je vais aborder, même si, bien sûr, j'en avais parlé depuis tout à l'heure, on parle de la place de l'écrivain, ça veut dire son engagement, mais il va apparaître de façon plus claire dans mon propos quand je vais parler de la dimension culturelle, ça veut dire la suite culturelle qui va être donnée à tout ça. Et je vous remercie.